Continue avec la séance 8 qui porte sur les coupures. Donc, en fait, je faisais l'exercice d'optimisation du nombre de devises qu'on peut avoir à partir d'un montant. En fait, j'avais une erreur, c'était que mon nombre de, en fait, ma liste de résultats ici n'avait pas la même longueur que la liste de devises. Le problème se posait simplement ici, c'est parce que normalement, c'est lorsque le deuxième paramètre de la monnaie décroissant, le deuxième paramètre de ce prédicat-là, qui est la liste de devises, c'est lorsqu'elle est vide qu'on doit retourner une liste vide. Lorsqu'elle n'est pas vide, on devrait rentrer à l'intérieur ici pour continuer le résultat, peu importe si le montant est 0 ou pas. Donc, c'était ça l'erreur que j'avais. Donc, si je reteste, je vais faire un make. Je testais sur 46 $ et 35 sous. Donc là, ce qu'on a, c'est que le nombre de pièces minimales qu'il me faut, ou le nombre de devises minimum qu'il me faut pour construire le montant 46,35 $ est de 2 plus 1, ça fait 3, plus 1, 4, plus 1, 5, plus 1, 6. Donc le nombre minimum de devises possible est de 6. Et ça signifie qu'il me faut 0 billet de 100 $, 0 billet de 50, 2 billets de 20, 0 billet de 10, 1 billet de 5, non, je reprends, 0 billet de 100, 0 billet de 50, 2 billets de 20, 0 billet de 10, 1 billet de 5, une pièce de 1 $, une pièce de 50 sous, une pièce de 25 sous, une pièce de 10 sous, puis 0 pièce de 5 sous. Et on peut faire un point-virgule pour aller explorer toutes les solutions possibles. Donc ça, c'est le problème d'optimisation du nombre de devises qu'on peut avoir pour un montant précis. Donc ça, c'est un bon exemple pour introduire le branchement puis la marche arrière. Dans la marche arrière, c'est simplement que lorsque Prolog va ramasser les résultats, il va ramasser tous les résultats qu'il a stockés dans cette liste-là. À chaque fois, il va ramasser le nombre de pièces qu'on a besoin pour chacune des devises D. Il va faire un backtracking pour aller chercher ses solutions. Ensuite, si vous remarquez ici, ce qu'on voit, c'est que pour avoir les résultats, il faut à chaque fois faire un point-virgule pour que Prolog puisse aller chercher la prochaine solution dans l'arbre. Donc le point-virgule correspond à faire un backtracking pour aller chercher la prochaine solution. Donc il y a un moyen de pouvoir dire à Prolog d'aller chercher uniquement toutes les solutions possibles sans à chaque fois demander à l'utilisateur de pouvoir valider une nouvelle recherche. Pour faire ça, on utilise les prédicats find all, bag-off et set-off. En fait, c'est des prédicats qui permettent d'aller énumérer toutes les solutions possibles d'un but. Donc, find all est défini avec 3 arguments. Le template, dont l'élément qu'on va aller chercher, le but, puis la liste, c'est-à-dire le résultat qui va être affiché à l'écran. Donc, cette définition retourne toutes les instanciations de template qui vérifient le but et place le résultat dans bag. Dans le cas de bag-off, c'est la même chose que find all, mais ça va échouer lorsqu'il ne va pas trouver de solution. Et de plus, dans bag-off, les résultats sont groupés sous format de clé-valeur, clé-valeur. On va voir l'exemple tantôt. Puis set-off, c'est la même chose que bag-off, sauf que les doublons sont éliminés. Bien sûr, si le nombre de solutions à générer est très grand, c'est-à-dire si l'arbre de résolution a par exemple 5000, 10 000 branches, mais à ce moment, ça devient très long puisqu'il y a un grand nombre de solutions. En fait, je peux prendre l'exemple de ce problème-là. Donc, on a vu tantôt que le nombre maximal de pièces était 927 dans la capsule précédente. On a vu que le nombre de devises possibles était 920 et quelques. Donc, alors que le nombre minimal, c'est de 6. Ça veut dire qu'on a au total environ
900 solutions possibles. Donc, si je fais un find all, le find all va aller me chercher toutes les 900 solutions possibles. Et ça peut être demandant en temps. Donc, ça peut ne pas être une bonne idée d'aller utiliser un find all. Puis, exactement, c'est le cas en particulier du problème précédent. Donc, on va prendre un exemple de comment est-ce que fonctionnent ces prédicats-là, c'est-à-dire le prédicat find all, puis le prédicat bag-off et le prédicat set-off. Pour faire cela, on a besoin de la base de connaissances suivante. À l'intérieur, j'ai le fait child, en fait, qui est un fait qui définit le parent, la relation qu'il y a entre un parent et un enfant. Donc ici, Charlotte est l'enfant de Martha, Caroline est l'enfant de Charlotte, Laura est l'enfant de Caroline, puis Rose est l'enfant de Laura. Puis on a le prédicat descend, qui est en fait le prédicat descendant, qui dit que Y est descendant de X si Y est un enfant de X. Y est descendant de X si Z est un descendant de X, mais également que que Y est un descendant de Z. C'est un peu la relation parent qu'on a vue dans la séance, dans la capsule précédente. Donc, descendant définit simplement une relation parentale entre deux personnes. Donc, comment est-ce qu'on peut obtenir la liste de tous les descendants de Martha? Par exemple, si je prends ce bout de code que j'ai déjà ici, qui est là. Donc, ce qu'on nous demande, c'est de savoir quels sont les descendants de Martha. Donc, si je fais descendre Martha, X, on me dit la première descendante de Martha, c'est Charlotte. Lorsque je fais un point virgule, j'ai la prochaine descendante. Point virgule, j'ai la prochaine. Point virgule, j'ai la prochaine. Point virgule, j'ai la prochaine. Voilà. Donc, ensuite, si par exemple, je veux toute cette liste-là, tous ces résultats dans une seule liste, ce que j'ai à faire, c'est simplement utiliser un find all. Find all de X. Je m'en vais chercher les X tels que mon but est Martha X. Et le résultat, je vais le mettre dans une liste L. Donc, en gros, je m'en vais chercher tous les X tels que X est descendant de Martha. Et le résultat, je le stocke dans la liste L. Et là, on voit que au lieu d'afficher les résultats un à un, ben, Prolog va aller ramasser tous les résultats qui se trouvent dans l'arbre de résolution. C'est très pratique, surtout dans les problèmes où on veut toute une solution et non chacune des solutions séparément. Donc, je présente ça ici. Ça, c'est ce qu'on vient de faire. Ensuite, ce qui est important à remarquer ici, c'est que peu importe le but que vous allez mettre, c'est surtout la valeur qui se trouve ici qui est importante parce que c'est elle qui va se retrouver dans le résultat final. Par exemple, si je mets AAA, vu que ce template ne se retrouve pas dans le but, ben, il va être affiché tout seul. Donc, le template va être dupliqué autant de fois qu'on aura de résultats pour ce but-là. Donc, c'est très important de spécifier bien le template que vous recherchez. Puis, dans le cas de bag-off, on va réécrire la même chose, sauf que on va mettre un bag-off ici. Non, oui, bag-off, c'est ça. Mais si je vais prendre l'exemple qui se trouve ici. Dans bag-off, on voit que ça donne le même résultat que find all. Par contre, si je mets un P ici, donc je veux à la fois le parent et le descendant. Donc là, on a Caroline comme parent, puis ses descendants sont Laura et Rose. Charlotte comme parent, puis ses descendants sont Caroline, Laura et Rose. Laura a comme descendant Rose. Puis finalement, Martha a comme descendante Charlotte, Caroline, Laura, Rose.
Donc ça, c'est pour cet exemple-là. Ensuite, il est possible de pouvoir ignorer. Ça, c'est l'avantage avec Finder. Vous pouvez ignorer une certaine valeur, une certaine variable. Donc, par exemple, si je veux uniquement les résultats qui se trouvent dans L, ici, donc Charlotte, Caroline, Laura, Rose, Rose, Caroline, Laura, Rose, Laura, Rose. À ce moment, je vais mettre un caractère échappe, un peu comme pour dire ignore. Donc ici, je vais dire à Bagoff d'ignorer les parents, mais de m'afficher uniquement les enfants ou les descendants. Dans ce moment, j'ai la liste de tous les descendants. Et si vous remarquez, cette liste-là contient des doublons. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser justement cette offre, puisqu'on a dit tantôt que cette offre permet d'effacer les doublons. Donc, lorsque je fais ça, j'efface tous les doublons qui se trouvent dans cette liste-là. C'est ce que j'ai fait exactement ici. Donc, ça, c'est tout pour le branchement, la marche arrière, puis l'utilisation des prédicats Finder, Bagoff, Setoff qui est utile lorsqu'on veut ramasser tous les résultats d'un but. Donc là, on va parler de coupure. Donc, la coupure, c'est vraiment un mécanisme très important en prologue. Dans Prologue, il est possible de trouver toutes les solutions à un problème. On a vu tantôt qu'avec un find all ou avec des points-virgules, on est capable d'aller chercher toutes les solutions dans un arbre de résolution. Mais parfois, on n'a pas besoin de toutes ces solutions, on a besoin juste d'une seule. Donc, comment est-ce qu'on peut dire à Prologue que lorsque tu as trouvé une solution, arrête-toi, je n'ai pas besoin de savoir quelles sont les autres solutions. Ou encore, on peut souhaiter simplement prouver l'existence de solutions. Donc, lorsque c'est le cas, on peut utiliser une coupure. Il s'agit de dire à Prologue de ne pas faire de marche arrière. Donc, on l'empêche de faire le backtracking. La coupure ou le coupe-choix ou encore le cut, comme ceci, introduit un contrôle du programmeur sur l'exécution de ses programmes en élaguant les branches de l'arbre de recherche. Donc, si je reviens encore une fois sur cette arbre de recherche, la coupure, c'est simplement le fait de pouvoir élaguer certaines... on va mettre vert. Non, ça marche pas. C'est pas grave. Donc, l'idée, c'est de pouvoir élaguer certaines parties de l'arbre. Ça veut dire que si je mets un cut ici, si je rajoute un cut à la fin ici, c'est-à-dire un point-virgule, ce qui va arriver, c'est que toute cette partie ne va pas être exécutée. Donc, on va élaguer toutes les autres parties, toutes les autres parties de P. Donc, c'est-à-dire la prochaine définition de P. Donc, le code permet simplement d'élaguer les branches possibles à explorer par Prologue. OK. Dans l'utilité, on va explorer chacune des utilités dans chaque cas possible. Dans la première utilité, c'est que ça permet de confirmer. L'utilité, c'est que ça permet de confirmer à Prologue qu'il a choisi la bonne règle pour satisfaire un but. Ça permet également d'indiquer à Prologue qu'il ne satisfera jamais le but et qu'il cesse d'essayer. Donc, si on ne trouve pas une solution, ça ne sert à rien de boucler infiniment. Donc, on peut stopper la boucle. Puis, on veut également éviter la génération de solutions alternatives afin d'économiser le temps de calcul. Comme par exemple avec le problème d'optimisation de la monnaie. Il est possible, je ne l'ai plus, mais avec le problème d'optimisation de la monnaie, vu qu'il y a plusieurs solutions, on peut simplement lui demander d'arrêter lorsqu'il trouve la solution la plus optimale. Donc, je pense que... Oui. Donc, on va prendre le premier cas, donc, qui est confirmé à Prologue qu'il a choisi la bonne règle. Donc, pour lui dire que ça, c'est la bonne règle, tu n'as pas besoin de continuer. Donc, si on prend un exemple, pour ce prédicat-là, c'est un prédicat qui prend deux paramètres. Ce qu'il va faire, c'est calculer la somme des n premiers éléments. Donc, si c'est 0, ça va faire la somme des 0 premiers éléments, les 0 premiers entiers. Et le résultat sera stocké dans le deuxième paramètre. Donc, la somme des n premiers entiers, c'est la somme des n-1 premiers entiers plus n, un peu comme en Haskell. Donc, pour faire ça, je vais calculer un n1 qui va être égal à n-1
Puis, je vais aller calculer la somme de n-1 termes qui est là. Puis, le résultat, je vais le mettre dans S1. Et ma somme que je cherche, qui est le S, sera la somme de n-1 premier terme plus le terme n. Donc, par exemple, pour que ça fasse un peu plus de sens, si je veux calculer la somme de des n premiers termes, on va dire 5. Donc, ça sera 5, 4. On va supposer n égale à 5. Puis, je vais simplement copier ce code-là. Ensuite, je vais calculer la somme des 5 premiers termes. Alors, l'idée, c'est simplement de dire que la somme des 5 premiers termes, c'est égal à la somme des 4 premiers termes plus 5. C'est exactement ça qui est implémenté là. Je m'en vais chercher 4, puis je calcule la somme des 4 premiers termes. Puis dans mon résultat S qui est là, je vais faire une addition de S4 qui est la somme des 4 premiers termes qui est là. Puis N qui est mon N qui est rentré là qui est 5. Aussi simple que ça. Donc, ça c'est la version de base. Si on veut utiliser la coupure qui va permettre de confirmer qu'un résultat est bon, donc ici on va simplement rajouter un cut après le 0. Ça c'est pour dire à Prolog que si n c'est 0, alors le résultat c'est 0, puis on arrête. On n'a pas besoin de rentrer ici. Parce qu'on va faire un essai. Supposons que je ne mets pas le cut. On va voir ce que ça nous donne. Si je fais make, si je fais somme 1 de 5 puis S, il va me dire que c'est 15. Mais par contre, on voit qu'il nous laisse la main pour aller chercher la prochaine solution. Si je fais un point, il va s'arrêter. Par contre, si je fais un point virgule, il fait erreur out of local stack parce qu'il va boucler indéfiniment. Ça veut dire que lorsqu'il va atteindre 0, le cas de base, et que je vais faire un point virgule, il va essayer d'exécuter ça, même si on est à 0. Donc, ça veut dire que si je fais somme de 0, il va me donner 0. Mais si je fais un point virgule, il va essayer d'aller dans cette branche-là. Or, ce n'est pas possible parce que 0 moins 1, ça fait moins 1, et il n'est pas capable de calculer la somme de moins 1. Il va itérer indéfiniment. Donc, pour dire à Prolog que lorsque tu atteins 0, tu t'arrêtes, tu n'as pas besoin de chercher une prochaine solution, on fait dans un code comme celui-ci. Donc, si je reviens et que je fais un make, je fais le même essai, on voit que là, il s'arrête et il ne donne pas la main à l'utilisateur. Puis, on a un troisième cas. Ici, encore une fois, on ne gère pas le cas négatif. Si je fais somme 1 de moins 2, puis S, il essaye d'aller chercher la solution, mais il échoue. Donc, pour gérer ce cas, ce qu'on peut faire, c'est je vais simplement le copier là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est faire un test. Donc, si mon n est inférieur ou égal à 0, donc je suppose que pour tout nombre inférieur ou égal à 0, la somme de n, si n est inférieur ou égal à 0, la somme de n premier terme va être égale à 0. Donc, c'est une supposition. À ce moment, je traite le cas négatif et je mets un code pour dire que ça ne vaut pas la peine d'aller chercher la prochaine solution parce que de toutes les façons, on aura trouvé notre solution ici. Et le reste inchangé. Donc, si je fais ça, et je mets somme 3, normalement le résultat sera 1. C'est somme 3. Ah, je n'avais pas enregistré. Donc si je fais somme 3, là il me donne 0 parce que j'ai traité le cas négatif.
Par contre, si je ne veux pas utiliser la négation, à ce moment, je peux utiliser le not. À ce moment, je peux utiliser le not qui est là. Donc, si n est inférieur à 0, alors le résultat c'est 0. Mais si n n'est pas inférieur à 0, je vais rentrer ici. Mais vous voyez que j'ai ajouté une condition qui va le bloquer. Donc, si la condition échoue, il ne va pas continuer. Mais si la condition réussit, là, il va continuer. Donc, ça, c'est une version de Somme 3, mais en n'utilisant pas le code. On voit qu'avec le code, on a moins de code que sans le code. Donc, ces deux définitions sont similaires. Ça, c'est pour le premier cas. Pour le deuxième cas où on va forcer l'abandon, ça veut dire que si on a une solution ou que si on n'en trouve pas, on abandonne, on n'est pas obligé d'aller chercher jusqu'à la fin. Ici, on va prendre le prédicat disjoint, qui est en fait un prédicat qui va prendre deux listes et vérifier que les deux listes sont disjointes, c'est-à-dire ils ne possèdent aucun élément en commun. Donc, si l'une des listes est vide, ça veut dire que les deux ensembles sont les deux listes sont disjointes puisque la première liste est vide. Si l'autre liste est vide, c'est le même cas, donc ça veut dire que les deux listes sont disjointes. Et là, on fait un code pour dire que on n'a pas besoin d'aller chercher plus que ça, puisque je connais déjà la solution. Je sais que si l'une des listes est vide, alors les deux listes sont disjointes. Par contre, si une des listes a au moins un élément, si les listes ne sont pas vides, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que chacun des éléments de la première liste n'appartient pas à la liste L. Si je trouve un élément de la première liste qui appartient à la liste 2, alors ça ne vaut pas la peine de continuer. J'échoue parce que les deux ensembles ne seront pas disjoints. Donc, pour faire échouer un prédicat en prologue, généralement, on va utiliser le prédicat fail. Donc, ça permet simplement de faire échouer une résolution. Ça permet de faire échouer un but. Donc, lorsque je rajoute fail, il va retourner un false. Donc, ce que j'ai dit en gros dans cette ligne, c'est que si dans ma première liste, j'ai un élément qui appartient à ma deuxième liste, member, c'est une fonction qui va, un prédicat qui va vérifier que le premier élément appartient à la liste qui est le deuxième élément. Donc ici, lorsque j'ai au moins un élément qui appartient à la deuxième liste, donc si j'ai au moins un élément dans la liste 1 qui appartient à la liste 2, alors ça ne vaut pas la peine de continuer. Je code pour dire je ne vais pas explorer toutes les autres branches restantes de l'arbre. Je vais échouer. Donc les deux listes ne sont pas disjointes. Par contre, si ça échoue, donc ça veut dire que si X n'est pas un élément de L, ça veut dire que je n'ai pas besoin de passer ici parce que je ne passe dans cette partie que si ce prédicat réussit. Si ce prédicat échoue, alors je passe à la prochaine définition de disjoint, puis je m'en vais vérifier que le reste de ma liste est également disjoint avec la deuxième liste, etc. Donc dès qu'on a une liste vide, c'est disjoint et on arrête d'explorer. C'est ces deux cas-là. Les deux premiers cas, c'est le premier point. Dès qu'on trouve un élément X dans les deux listes, on arrête l'exploration avec un échec. Sinon, on va poursuivre jusqu'à ce que l'une des listes devienne vide. Ça, c'est le cas où on utilise la coupure pour forcer l'abandon. Donc, bien sûr, ici, je fais un lien entre la coupure et la négation parce que ça peut être, on peut remplacer l'une avec l'autre dans certains cas, comme on a vu avec la somme ici, où la négation a été remplacée, ou encore la coupure a été remplacée avec la négation. Donc, la négation, en fait, c'est le not. Et comment est-ce que c'est implémenté? Donc, le not, en fait, c'est simplement pour dire que si quelque chose est vrai, le résultat sera faux. Si quelque chose est faux, le résultat est vrai. Donc, si X est vrai, alors je peux exécuter cette partie. Si X n'est pas vrai, alors je peux utiliser cette partie. Donc, si X est vrai, ça veut dire que je vais faire un code, donc je vais élaguer cette branche-là et je vais échouer. Donc, puisque X est true,
j'échoue et je vais donc retourner un false. Par contre, si X n'est pas vrai, ça veut dire que ça va échouer et je vais rentrer dans ce prédicat. Or, ce prédicat est toujours vrai. Donc, en gros, tout ce qui est vrai échoue, tout ce qui est faux réussit. C'est ça le note. On peut faire un exemple. Donc, par exemple, si je fais member X, A, B, C, ici, ça va agir comme un générateur. Donc, X va prendre chacune des variables A, B, C. Et on voit que ce prédicat réussit. Et lorsque je fais not member, ça va échouer vu que member réussit. Et lorsque je fais not, dans not de false, c'est true. Ensuite, le cas 3 de la coupure, qui est l'amélioration de l'efficacité, on va considérer le prédicat suivant. En fait, c'est un prédicat qui prend 3 arguments. Dans le troisième argument, il va retourner l'argument qui est le plus grand entre les deux premiers. Donc, par exemple, si x est inférieur ou égal à y, alors le maximum sera y. Par contre, si x est supérieur à y, à ce moment, le x est le maximum. Donc là, le maximum est unique, c'est soit x, soit y. Si le premier but est satisfait, ici, on voit qu'il est inutile d'aller explorer le deuxième but, parce que si x est inférieur à y, alors on n'a pas besoin d'aller explorer ce cas-là, puisque j'aurais déjà trouvé le maximum. Donc, une fois qu'on a trouvé le maximum, on s'arrête. Si on n'a pas trouvé, on va continuer. Donc, du coup, cette définition peut être réécrite comme celle-ci. Là, qu'est-ce qu'on voit? On n'a pas changé la définition de base. On a juste rajouté un code pour dire qu'une fois que j'ai trouvé le minimum ou encore le maximum, je m'arrête et je retourne au résultat. Pas besoin d'aller explorer la suite. Ça, c'est ce qu'on va appeler généralement la coupure verte, car on ne change pas la sémantique de base du prédicat. On voit que la sémantique est gardée. On a juste rajouté la coupure à la fin pour gérer l'élagation. Puis, si on considère le prédicat, ce prédicat-ci, dans la définition suivante, ce qu'on voit, c'est que c'est différent du prédicat passé parce qu'on n'a plus cette partie. Donc, si on considère ces définitions, ce qu'on peut voir, c'est que si je fais max de 2, 3, 2, alors ça va réussir. Or, c'est faux parce que 2 n'est pas le maximum entre 2 et 3. Donc, comme, par exemple, lorsque je vais faire max 2, 3, 2, ça va échouer simplement parce que 3 et 2 ne sont pas égaux, puisque j'ai un y et un y là. Le deuxième et le troisième paramètre doivent être égaux. Donc ça échoue. Et il va venir réussir ici parce que j'aurai 2, 3, puis 2. Donc ce qu'on peut constater, c'est que ça réussit, or c'est faux. Donc comment est-ce qu'on peut rendre cette définition vraie? Il suffit simplement de retarder l'affectation de la solution. Donc, ça veut dire qu'au lieu de faire x, y, y, je vais faire x, y, z, mais z va prendre la valeur y si je suis convaincu que x est inférieur à y et que j'ai élagué le reste de solution. Donc, si je remplace cette définition par celle-ci, à ce moment, cette définition sera bonne. Mais ici, on voit qu'on a été obligé de changer la sémantique de notre code. N'oublions pas que le code de base, c'était celui-ci. On voit que là, on a changé complètement la sémantique. Et là, c'est ce qu'on va appeler une coupure rouge parce qu'on change la sémantique de notre définition de base. Le programme est bien sûr plus efficace, mais moins lisible, puisque c'est un peu plus difficile de comprendre ce code que de comprendre le code avec la version coupure verte. En conclusion, le coupe-choix permet de signifier à Prolog qu'on ne désire pas conserver les points de choix en attente. On n'explorera pas une partie de l'arbre de dérivation. Donc, on va élaguer certaines définitions. Je reviens encore ici. Dans le coupe-choix, c'est simplement d'élaguer les différentes solutions possibles. Donc, par exemple, si j'avais mis un coupe-choix, encore une fois, si j'avais mis un coupe-choix ici, ça voudrait simplement dire que j'élague la branche 2 qui est là. Je la supprime complètement et
je m'intéresse uniquement à la branche 1 qui est là. Donc là, non, ça c'est juste une copie. Donc là, on va passer aux exercices. Donc, je vais le faire dans la prochaine capsule vidéo. Dans la prochaine capsule vidéo, on va porter sur la résolution de ces deux exercices-là.